Dans la paisible ville de Clearwater Springs, connue pour ses vergers d'agrumes, ses avenues bordées de palmiers et sa vie de banlieue tranquille, vivait Julia Banks, une amoureuse des animaux de 28 ans au grand cœur. Elle n'était pas seulement connue dans le voisinage. Elle était considérée comme une héroïne locale, une femme compatissante, engagée et courageuse. Sa passion, les animaux sauvages blessés ou orphelins. Ratons laveurs, opossums, hérons, elle s'occupait de tous. Mais aucun animal ne toucha son cœur autant qu'une petite créature qu'elle découvrit un jour d'été caniculaire en 2018, sur les rives de l'Appalache River. Il était là, à peine 15 centimètres de long, avec des yeux globuleux, un ventre rayé et de petites pattes écailleuses. Un bébé alligator orphelin, sans défense et seul. Il poussait de faibles piaillements, un son qui rappelait un poussin sans aide. La plupart des gens auraient reculé à ce moment-là, par peur ou par instinct. Mais Julia s'agenouilla, enveloppa l'animal tremblant dans une serviette douce et le ramena chez elle. Elle l'appela Riff, en souvenir des récifs coralliens de son enfance. Dès le début, un lien particulier les unissait. Julia plaisantait souvent en disant que Riff s'était imprimé sur elle comme un caneton. Il répondait à sa voix, bougeait quand elle l'appelait et restait immobile lorsqu'elle parlait. C'était presque comme s'il la comprenait. Par le biais de son centre de réhabilitation pour la faune, elle demanda, et obtint, une autorisation spéciale lui permettant de garder Riff en permanence. Elle ne voulait pas seulement l'élever, elle voulait l'accompagner, le protéger, l'éduquer. Au début, Riff vivait dans un enclos intérieur chauffé, avec un petit bassin, des lampes UV et un sol humide. Julia le nourrissait de viande de dinde hachée et de vitamines de spécial, frappant contre le mur avec une cuillère pour lui apprendre les signaux de repas. C'était presque comme élever un jeune enfant. Elle tenait un journal de ses progrès, documentait son développement, prenait des photos et comparait son comportement à celui des chiens ou des chats. Chaque regard, chaque réaction semblait confirmer sa conviction. Riff était différent. Ce n'était pas un alligator comme les autres. Il était unique. Avec le temps, Riff grandit, tout comme son environnement. Lorsqu'il atteignit environ 1 mètre, il fut transféré dans un enclos extérieur avec de l'eau peu profonde. Julia y fit introduire de petits poissons, observant fièrement Riff les chasser, admirant sa force et son agilité. Plus tard, l'enclos devint une piscine aménagée dans son jardin, que Riff pouvait utiliser librement. Julia nageait régulièrement avec lui, plongeait à ses côtés, lui parlait sous l'eau. Elle affirmait que cela renforçait la confiance. Riff suivait sa voix, posait la tête sur ses genoux, se laissait toucher, même au niveau des mâchoires. Pour Julia, il n'était plus un animal sauvage. Il faisait partie de sa vie. Pour les spécialistes, en revanche, son comportement représentait un exemple classique de conditionnement. Pas un lien émotionnel réel, mais une simple empreinte. À 3 ans, Riff mesurait déjà plus d'1,50 m et pesait plus de 60 kilos. À 5 ans, il atteignait 2,44 mètres, un corps musclé, une tête massive, des mâchoires puissantes. Les agents de la Florida Wildlife Commission commencèrent à s'intéresser à Julia. Des voisins et des collègues signalèrent que Riff était devenu trop grand. Des inspecteurs vinrent sur place. Ils la mirent en garde. Les alligators restent des animaux sauvages. Leurs instincts ne disparaissent pas, même s'ils paraissent apprivoisés. L'amour ne remplace pas la biologie. Mais Julia n'écouta pas. Pour elle, Riff était doux, calme, prévisible. Son enfant. Elle continua de publier des vidéos et des photos où Riff semblait lui faire confiance. Certains spectateurs étaient émerveillés, d'autres très inquiets. Les commentaires allaient de l'admiration aux mises en garde pressantes. « Il est dangereux, tu risques ta vie, c'est une bombe à retardement. » Mais Julia les ignorait. Dans son monde, Riff n'était pas un prédateur, mais un ami qui avait simplement besoin de confiance. Elle désactivait les commentaires lorsqu'ils lui déplaisaient et se concentrait sur les voix positives qui renforçaient sa certitude. Pendant 5 ans, tout se passa bien. Riff ne montra jamais d'agressivité. Pas de grondement, pas de morsure, pas de coup de queue. Julia se sentait confortée, sa méthode était la bonne. Mais peu à peu, presque imperceptiblement, les choses commencèrent à changer. Riff continua de grandir. Ses mouvements devinrent plus lourds,
ses réactions plus lentes, mais aussi plus imprévisibles. Ses yeux, autrefois curieux et doux, se firent plus froids, plus attentifs. Son corps, plus puissant que jamais, imposait le respect. Mais Julia ne voyait que le petit alligator abandonné qu'elle avait recueilli. Elle le traitait comme un animal domestique, comme un chien. Mais Riff n'était pas un chien. Elle s'était habituée à sa proximité, à cette impression de contrôle. Mais la nature ne se laisse pas dompter. Riff était un prédateur, le produit d'instincts ancestraux. Mais Julia, aveuglée par l'amour, refusait de le voir. Elle continuait à lui parler, à nager avec lui, à se bercer d'illusions. Et Riff, silencieux, puissant, impénétrable, continuait de grandir. Le temps passait, et la fin était plus proche qu'elle ne le pensait. L'été 2022 n'apporta pas seulement une chaleur écrasante à Clearwater Springs, mais aussi les premières fissures visibles dans le monde parfait que Julia s'était construit avec Riff. L'alligator était devenu un animal imposant. Plus de 2,30 mètres de long, près de 120 kilos. Son corps était musclé, son museau large, et ses mouvements, autrefois lents et joueurs, paraissaient désormais tendus, précis, prêts à bondir. Sa présence n'était plus attendrissante ni fascinante. Elle devenait intimidante. Malgré cela, Julia ne changea rien à sa routine. Elle continuait à nager avec Riff, à le caresser sous le cou, à lui parler doucement, comme s'il était encore la petite créature vulnérable trouvée au bord de la rivière. Mais Riff n'était plus un juvénile. Il était un prédateur, grand, fort, mu par une force instinctive que ni l'affection ni la tendresse ne pouvaient la maîtriser. Ce qui, pour Julia, ressemblait à un rituel quotidien, était pour les autres un jeu dangereux avec la nature. Ses proches commencèrent à s'inquiéter sérieusement. Des voisins rapportèrent des bruits étranges. Lors des repas, on entendait des sifflements violents. Un jour, un homme vit Riff se dresser brusquement lorsque Julia entra dans l'enclos avec un seau de nourriture. Une fillette promenant son chien affirma avoir vu Riff foncer gueule grande ouverte contre le grillage. Un couple âgé, vivant 2 maisons plus loin, déclara avoir entendu, à l'aube, un grand éclaboussement suivi d'un grondement inquiétant. Les signalements se multiplièrent, et bientôt Kenneth Lyles, de la Florida Wildlife Commission, se présenta à la porte de Julia. Lyles était un agent de terrain chevronné. Il avait vu bien des propriétaires d'animaux exotiques, bien des situations périlleuses. Mais quelque chose dans ce cas précis le troublait davantage. Riff était plus grand que ce qu'il avait imaginé. Sa posture semblait tendue. L'enclos était bien construit, certes, mais pas conçu pour un animal de cette taille. Les mesures de sécurité semblaient improvisées. Et Julia, calme, aimable, mais absolument persuadée que Riff ne représentait aucun danger. Les instincts se finissent toujours par se manifester. « Ce n'est pas un chien, Julia », déclara Lyle d'un ton grave. « C'est un prédateur. Il n'oubliera jamais ce qu'il est. » Mais Julia se contenta de sourire. Pour elle, ces mises en garde étaient exagérées, dictées par la peur et l'ignorance. Elle connaissait Riff mieux que quiconque. Il était prévisible, digne de confiance, familier. Et elle en était convaincue. L'amour était plus fort que l'instinct. Elle le remercia de sa visite, mais ne se laissa pas convaincre. Riff était sa vie, un membre de sa famille. Peu après, elle publia une vidéo sur les réseaux sociaux. On y voyait Riff allongé paisiblement au soleil, tandis que Julia était assise en tailleur à ses côtés. Elle parlait d'une voix douce. « Il est mal compris, il n'est pas dangereux. Il a juste besoin de confiance. » Les commentaires furent partagés entre admiration et inquiétude. Certains louèrent son dévouement. D'autres la suppliaient de faire preuve de prudence, de ne plus sous-estimer Riff, de le relâcher. Certains allaient jusqu'à prédire une tragédie. Mais Julia ne répondit à aucun d'eux. Elle était déterminée à suivre sa voie, envers et contre tout. Elle se croyait dans son bon droit, persuadée que le lien qu'elle partageait avec Riff transcendait les mises en garde scientifiques et les expériences des autres. Au printemps 2023, Riff mesurait plus de 2,40 mètres et pesait presque 140 kilos. Il se nourrissait désormais de poulets entiers, de rats congelés et de poissons lancés à distance. Il n'y avait plus d'alimentation à la main depuis longtemps. Mais la baignade, cela, Julia ne l'avait jamais arrêté. Elle continuait à descendre régulièrement dans le bassin. Elle fermait les yeux en dérivant à ses côtés, murmurait doucement, comme si le monde était toujours en ordre, comme si rien n'avait changé, comme si son amour pouvait l'apprivoiser.
Mais quelque chose avait changé. Riff ne jouait plus. Il observait, silencieux. Il ne répondait plus vraiment à Julia, ou trop tard, parfois pas du tout. Son regard s'était vidé, froid, distant. Plus de complicité, juste une présence qui tolérait, qui attendait, prête. Julia ne voyait rien, ou refusait de voir. En parlant avec des amis, elle fuyait les questions. Si Riff était mentionné, elle changeait de sujet. Et seule, elle restait longtemps à la fenêtre, fixant l'étang, jadis lieu de joie, désormais porteur d'un secret sombre. Elle tenait un journal de ses doutes, mais ne le montrait à personne. Elle ne voulait pas paraître faible, ni se tromper. La réalité commençait à fissurer la façade, mais elle résistait, encore. Le 18 août 2023 commença comme n'importe quel jour d'été à Clearwater Springs. L'air était humide, lourd, imprégné d'une chaleur poisseuse qui collait à la peau. Les cigales chantaient, le soleil était haut dans le ciel, et dans le jardin de Julia, tout était silencieux. Trop silencieux. À l'arrière de la maison, Riff flottait calmement dans l'eau trouble de la piscine, sa silhouette massive à peine visible sous la surface. Seuls ses yeux dépassés, mi-clos, semblant somnolents. Julia ne remarqua pas l'attention, ou bien elle la négligea. Elle avait l'habitude de le voir ainsi, et peut-être ne voulait-elle pas croire que quelque chose avait changé. Un seau à la main, une épuisette sous le bras, elle sortit dehors. L'eau avait pris une teinte verdâtre, des algues s'étaient formées, un état qu'elle ne tolérait pas. Depuis des années, c'était elle qui nettoyait la piscine, encore et encore, même lorsque Riff s'y trouvait. Ses gestes étaient de routinier, presque tendres. En s'agenouillant au bord, elle murmura quelque chose, doucement, pour l'apaiser. Riff ne bougea pas. Il semblait calme, presque léthargique. Mais sous la surface, son corps musclé s'était tendu. Ce que Julia ignorait, Riff avait été nourri moins d'une heure auparavant. Une portion importante, suffisante pour le rassasier, mais aussi pour le rendre irritable. Un alligator nourri n'est pas un alligator inoffensif. Au contraire, les stimuli sont amplifiés, la digestion instable, l'instinct territorial exacerbé. Riff était silencieux, mais en lui grondait quelque chose de primal, d'implacable, qu'aucune tendresse ne pouvait maîtriser. Julia entra dans l'eau, lentement, comme toujours. Elle connaissait chaque geste, chaque étape. C'était son rituel. Elle chuchotait en glissant dans l'eau, perdue dans son monde. Mais ce jour-là était différent. Riff bougea soudain. Un frémissement à peine perceptible, un muscle qui se contracta. Puis sa queue jaillit sous ses jambes, éclaboussant la surface. Avant même que Julia puisse réagir, ses mâchoires se refermèrent sur sa jambe droite. La douleur fut immédiate, foudroyante. Riff l'entraîna sous l'eau. Son corps massif tourna, la roulade de la mort. Julia hurla, mais c'était trop tard. L'eau bouillonna, devint rouge. Ses cris résonnèrent par-dessus les clôtures. Clara Monroe, sa voisine, fut la première à entendre. Un hurlement, suivi d'éclaboussures violentes. Elle laissa tomber son sécateur et courut. Clara jeta un coup d'œil par-dessus la clôture et resta figée. Ce qu'elle vit dans la piscine était un cauchemar. Riff, immense, incontrôlable, s'en était pris à Julia. Elle se débattait, tentait de se libérer. Mais sa force était sans limite. Ses mâchoires ne lâchaient pas. Tremblante, Clara attrapa son téléphone et composa le numéro d'urgence. « Ma voisine est attaquée par un alligator. Dans sa piscine. Dépêchez-vous, je vous en supplie. Il y a du sang dans l'eau. Elle coule. » En quelques minutes, les secours arrivèrent. Police, ambulanciers, agents de la faune. Mais le drame était déjà en cours. Riff avait entraîné Julia vers le fond du bassin. Ses mouvements ralentissaient. Son corps ne luttait plus. L'eau était noire de sang. Les voisins se rassemblèrent, choqués, impuissants, pétrifiés. Les équipes d'intervention n'hésitèrent pas. Les agents de la faune tentèrent de séparer Riff du corps inerte de la femme avec de longues perches métalliques. Ils donnaient des coups de queue, mordaient, refusaient de céder. La moindre erreur aurait pu coûter une autre vie. Finalement, ils parvinrent à extraire Julia. Son corps était pâle, marqué de morsures et d'ecchymoses. Elle ne respirait plus. Les ambulanciers commencèrent immédiatement les manœuvres de réanimation, tandis que les agents tentaient de maîtriser Riff. L'alligator se débattait violemment,
difficilement contrôlables. Mais ils finirent par le neutraliser. Julia fut transportée d'urgence à l'hôpital, prise en charge, réanimée. Les médecins luttèrent pendant des heures pour la sauver. Mais ses blessures étaient trop graves, ses poumons remplis d'eau. Le soir même, Julia Banks fut déclarée morte. Une vie pleine de compassion, arrachée par l'animal en qui elle avait le plus confiance. La nouvelle se répandit rapidement. Le soir même, des journalistes s'étaient installés devant la maison. Des voisins déposèrent des fleurs, des gens pleuraient, tenant des photos dans leurs mains. Ce n'était pas qu'un accident tragique, c'était un choc qui ébranla toute une communauté. La nouvelle de la mort de Julia Banks se répandit à Clearwater Springs comme une traînée de poudre. En l'espace de quelques heures, son nom fut mentionné dans tous les journaux télévisés locaux, des sites d'information, des réseaux sociaux et même des chaînes nationales relayèrent la tragédie. Ce fut un choc pour toute la communauté, non seulement en raison de la brutalité de l'événement, mais aussi parce que Julia représentait bien plus qu'une simple voisine. Elle était un symbole de compassion, d'amour des animaux et de dévouement inébranlable. Devant la clôture de sa propriété, les voisins déposèrent des fleurs. Des enfants dessinèrent des images de Julia et de Riff. Sur les réseaux sociaux, des centaines de messages circulèrent. Certains exprimèrent leur tristesse, d'autres leur colère. Beaucoup posaient des questions. Cela aurait-il pu être évité? Les autorités auraient-elles dû intervenir plus tôt? Julia avait-elle mis sa vie et celle des autres en danger? Les discussions devinrent vives et émotionnelles. Surtout dans les forums en ligne, un débat éclata entre amis des animaux et défenseurs de la sécurité publique. Les uns voyaient en Julia une idéaliste, les autres la jugeaient irresponsable. Riff fut capturé dès le soir du drame, endormi par les agents de la faune et sorti de la piscine. Sa silhouette massive reposait, inerte, sur une bâche. Les secours portaient des combinaisons de protection lorsqu'ils l'attachèrent. Pour Riff, tout se termina par une injection létale. Selon les directives de la Florida Wildlife Commission, tout alligator impliqué dans la mort d'un humain doit être euthanasié. Ce fut une fin sobre, bureaucratique, pour un être autrefois considéré comme un membre de la famille. Julia l'avait élevé, avait vécu avec lui, l'avait protégé, et pourtant, c'est lui qui l'avait tué. L'ironie tragique de ce destin laissa beaucoup sans voix. Les jours qui suivirent furent marqués par le deuil et la réflexion. Une veillée fut organisée en ville. Les gens se réunirent dans un parc, allumèrent des bougies et partagèrent des souvenirs de Julia. Comment elle soignait des animaux blessés, comment elle intervenait dans les écoles pour sensibiliser à la protection de la faune. Sa passion avait touché de nombreuses personnes, même si, à la fin, elle était allée trop loin. Une cérémonie publique fut célébrée à l'église. Plus de 200 personnes y assistèrent. On y chanta, pria et pleura. Sarah Middleton, ancienne collègue du Centre de réhabilitation de la faune, prit la parole avec une voix tremblante. Elle l'aimait, oui, mais elle a oublié ce qu'il était, un animal sauvage. On peut ressentir de la proximité, mais il ne faut jamais oublier la nature. Ces paroles furent alors saluées et perçues par beaucoup comme une expression sincère d'un tiraillement intérieur. Dans les jours suivant l'enterrement, le débat prit de l'ampleur. Les médias s'emparèrent du sujet, des experts furent interrogés. Le docteur Marcus Lanning, herpétologue, déclara dans une interview « La domestication des reptiles est un mythe dangereux. Un alligator n'oublie pas ce qu'il est, peu importe combien de fois on le caresse ou on lui parle. » D'autres spécialistes exprimèrent des avis similaires, parlant d'un malentendu fondamental entre l'homme et l'animal. La Florida Wildlife Commission réagit à la pression publique en lançant une enquête sur ses procédures d'octroi de permis. Certains demandèrent des règles plus strictes, d'autres réclamèrent une interdiction totale de la détention privée d'animaux sauvages dangereux. Des défenseurs des animaux prirent également la parole, avec des opinions partagées. Tandis que certains comprenaient l'engagement de Julia, d'autres voyaient dans ses actes une anthropomorphisation dangereuse de la faune sauvage. À Tallahassee, un projet de loi fut finalement déposé visant à renforcer la réglementation sur la détention de grands reptiles. L'histoire de Julia devint un avertissement. Elle rappelait que l'amour ne suffit pas pour apprivoiser la nature. Qu'entre l'homme et l'animal existe une frontière que la confiance ne peut pas franchir. Riff n'était pas un monstre. Il avait agi selon ses instincts. Et Julia, elle n'avait fait qu'aimer. Mais parfois, l'amour ne suffit pas. C'est une leçon tragique qu'il ne faut pas oublier.
De nombreuses familles possédant des animaux exotiques commencèrent à réfléchir. Certaines remirent volontairement leurs animaux à des centres spécialisés. Aujourd'hui, un simple mémorial situé près d'un étang dans le parc rend hommage à Julia Banks. Sur une plaque, on peut lire « Elle aimait la nature, mais lui fit trop confiance ». Des gens y déposent des fleurs, parfois de petites peluches. Certains s'assoient en silence sur le banc voisin. Un lieu de mémoire, mais aussi de réflexion, pour ceux qui l'ont connu et pour ceux qui ont entendu son histoire.